Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Donc on se retrouve sur Radio Mayuri Campus, je le rappelle 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, on est déjà le 1er septembre, c'est la rentrée, mais effectivement dès qu'il s'agit de rentrée, on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qu'on va faire cette année, est-ce qu'on va partir dans l'Hexagone ou pas, et c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet-là avec vous ce soir. Donc, partir pour les études ou rester. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on parte? Est-ce qu'il faut qu'on reste en Guyane? Il y a une personne en fait qui m'avait demandé de parler de ça et de faire un live. Donc, j'ai réalisé un premier live sur Instagram dans lequel j'avais abordé différentes questions. Et on va un peu revenir ici ce soir sur ces questions-là, mais un peu plus en détail. Donc, parmi ceux qui nous écoutent ce soir, il y a probablement des gens qui se sont dit, bon ben, est-ce que je vais partir à un moment donné pour mes études ou bien est-ce que je vais rester en Guyane? Personnellement, je suis parti et à l'heure actuelle, je suis en France. Donc, je pense que c'est une bonne idée de partir, mais on va analyser ça à travers différentes questions. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est la suivante. Déjà, est-ce que c'est une bonne idée de partir pour ses études? Moi, je pense que oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bonne idée de partir. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre du recul. Mais je pense surtout qu'il faut réfléchir avant de partir. Et vous savez pourquoi? Pour la petite anecdote, avant de partir, parce que je voulais partir après mon baccalauréat, je me suis rendu compte que j'étais pas prêt, mais j'étais pressé de partir. Pourquoi? Parce que tout le monde part. Il y a un peu cette, j'ai envie de dire l'Eldorado. On a tous envie de partir parce que c'est un peu la mode, c'est un peu cool. Tout le monde part en France, donc on a un peu envie de faire pareil, d'aller à Paris, etc. Donc j'ai voulu partir après mon baccalauréat, mais j'ai senti que j'étais pas encore prêt. Je crois que j'étais pas assez prêt en termes de maturité et puis même financièrement, en fait, ça allait pas le faire. Donc finalement, je pense qu'il faut faire très attention avant de partir. Il faut quand même bien réfléchir avant de partir. Donc oui, en fait, c'est une bonne idée de partir. Pourquoi? Parce que ça permet de prendre du recul. Et ceux qui sont partis pourront le dire. Ça permet de prendre du recul par rapport à la propre vision qu'on a de chez nous, d'avoir différentes perspectives, de voir les choses différemment, de voir même différentes cultures, une autre vision des choses. C'est pour ça que je pense que c'est très important. Et puis, ça permet de tout simplement de voir autre chose. Même en termes de culture, je pense que c'est très intéressant et c'est très important. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il y a aussi quelque chose que je vais mentionner, c'est que au niveau de la formation, est-ce que c'est plus poussé? Moi, je suis pas convaincu. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'en termes de formation, c'est plus poussé? Puisque souvent, on part aussi dans l'Hexagone parce qu'on se dit qu'on aura des formations qui vont nous donner des diplômes avec plus de qualifications, parfois des formations avec plus de qualifications. Personnellement, j'ai fait une prépa littéraire en Guyane qui se valait et qui est une très bonne prépa. Et je salue d'ailleurs mes anciens profs de prépa. Mais pour autant, c'était une très bonne prépa qui m'a permis justement d'avoir, je dirais, un très bon niveau lorsque je suis arrivé à l'université à Paris. Donc du coup, je suis pas convaincu que nos formations chez nous soient moins poussées, soient moins performantes que les formations qu'on retrouve parfois à Paris. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. Et personnellement, j'ai souvent entendu, je ne sais pas trop si c'est toujours d'actualité, mais qu'on avait des diplômes cocotiers. Alors pour les Guyanais qui nous écoutent, je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est un terme qui revenait souvent en fait, le diplôme cocotier, dans le sens où je croyais toujours auparavant que lorsqu'on avait un diplôme en Guyane, qu'il ne valait pas grand-chose lorsqu'on allait en France. Et c'est pour ça que ça a aussi motivé mon envie de partir parce que je me disais oui mais bon les diplômes qu'on va avoir à l'université de Guyane c'est pas forcément des bons diplômes donc est-ce que ça vaut le coup vraiment de faire mes études dans mon propre pays, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même de très bonnes formations. Et puis, pourquoi partir? Ça permet de voyager aussi. Et personnellement, ça m'a permis de faire plusieurs voyages en venant à Paris. J'ai pu aller en Espagne, à Londres pour la première fois, en Allemagne, à Bruxelles. Voilà, j'ai pu un peu voyager et ça ouvre vraiment l'esprit. Donc, je conseille fortement. Maintenant, pourquoi il faut pas partir? Faut pas partir si, selon moi, si on ne sait pas pourquoi on part. Si on veut partir juste pour partir parce que tout le monde part. Et je crois aujourd'hui que il y a beaucoup de jeunes qui partent et qui sont pas forcément dans une bonne situation là-bas et qui, parce qu'ils habitent en France, parce qu'ils habitent à Paris, se sentent bien,
et sentent qu'ils ont de la valeur. Or, c'est faux. Parce que si c'est pour aller dans un autre pays pour finalement autant galérer que chez soi, je crois qu'il faut peut-être rester chez soi. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on part, il faut savoir exactement pourquoi on part, quelle formation qu'on veut faire et surtout, est-ce que la formation qu'on a envie de faire en France est disponible chez nous ou pas? Moi, je suis parti aussi parce que je faisais de l'allemand. Du coup, je voulais absolument avoir de vrais cours. J'ai beaucoup travaillé mon allemand seul avec le CNED, qui est voilà, c'est un centre de formation qui fait les cours à distance. Et en fait, c'est pas facile. Donc, je suis parti parce que ma formation en soi n'existait pas en Guyane. Mais si on a une formation qui existe en Guyane, je pense qu'il faut rester parce que ça vaut le coup de rester tout simplement. C'est pas facile et on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va aborder un peu la solitude lorsqu'on part. D'accord? Et puis, si on n'est pas bien préparé financièrement, faut vraiment prendre le temps de se préparer et mentalement aussi. Parce que ça peut être très difficile. Mentalement, la solitude, être loin de sa famille, faut vraiment qu'on sache pourquoi on part. Il faut vraiment que ça en vaille la peine. Sinon, je crois qu'il faut qu'on reste près des gens qu'on aime et il faut peut-être qu'on reste chez nous. Hormis le fait qu'on pourrait partir pour voyager. En tout cas, la question qui peut se poser aussi, c'est partir, oui, mais pour retourner, est-ce qu'il faut qu'on revienne chez nous? Alors, personnellement, avant qu'il y ait 2017, puisque ça a été une année phare en fait pour beaucoup de personnes et pour beaucoup d'étudiants, avant 2017, lorsque je suis parti en métropole, en tout cas dans l'Hexagone, je me suis dit, je ne reviens jamais en Guyane. De toute façon, en Guyane, il n'y a rien. C'est à Paris que ça se passe. Ce sera trop bien. Moi, je ne reviens pas en Guyane. Du coup, je suis parti avec cette mentalité-là, malheureusement. Et c'est quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2017 que je me suis vraiment senti blessé dans mon âme de Guyanais et je me suis dit non, en fait, il va falloir que j'œuvre pour mon territoire parce que personne ne le fera à part moi, personne ne le fera à part nous, en fait. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à développer mes projets. Et d'ailleurs, j'ai pu réaliser mon premier meet-up en Guyane le 7 août dernier. Et comme Réjeanne nous le dit, le concept du diplôme Cocochi a encore la vie dure. Eh ben, dis donc, moi qui pensais que ce concept n'était plus d'actualité, eh ben là, j'ai l'impression qu'il est encore bien présent et c'est dommage. Et c'est ce qui pousse malheureusement encore beaucoup d'étudiants à partir pour avoir de meilleurs diplômes. Mais en même temps, le paradoxe, c'est que il y a aussi cette information qui circule, c'est que lorsqu'on a le diplôme qu'on a eu en France, etc., lorsqu'on revient, parfois, le diplôme ne nous permet pas de trouver du travail parce qu'on est trop qualifié. Et parfois, on ne trouve pas de boulot parce qu'on a trop de diplômes. Donc, il y a un réel paradoxe. Et finalement, est-ce qu'on a des formations lorsqu'on part qui sont adaptées à la réalité de chez nous? Je ne suis pas convaincu de ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui fait une formation actuellement dans l'Hexagone. Et en fait, il est conscient qu'il n'y a pas vraiment de débouché pour sa formation en Guyane alors qu'il a envie de revenir. Bien, à un moment, je lui ai dit, écoute, tu sais, s'il n'y a pas d'entreprise qui peuvent t'embaucher, il va falloir que tu crées ton entreprise, il va falloir que tu fasses quelque chose parce que c'est ça le problème. On part, on fait des formations très qualifiantes et au final, il y a un paradoxe parce qu'on ne trouve pas de travail quand on revient chez nous. Donc ça, c'est un gros problème. Dans quelle ville aller pour mieux s'habituer à une nouvelle vie? Alors, pour ceux qui sont partis, dans quelle ville vous êtes partis? À Lyon, Marseille, Toulouse, Paris? Personnellement, je suis parti à Paris parce que ma mère voulait pas que j'aille dans d'autres villes parce que j'ai de la famille à Paris. Même si au final, on voit pas trop la famille finalement, personnellement, puisque chacun fait un peu sa vie et c'est comme ça le rythme de Paris. Personne n'a le temps pour personne en réalité. Donc au final, je suis allé à Paris. Mais je discutais avec des personnes sur Instagram et on était d'accord pour dire que Paris n'est pas forcément la meilleure ville pour aller faire ses études dans un premier temps. C'est une ville qui est très particulière, il y a une mentalité qui est très spéciale et c'est pas évident quand on a l'habitude d'être très joyeux et très ouvert aux gens. Quand je suis arrivé à Paris personnellement, j'étais très joyeux, je souriais beaucoup à tout le monde et je comprenais pas en fait pourquoi les gens, premièrement, ne me regardaient même pas sur le côté. Deuxièmement, n'était pas souriant. Troisièmement, paraissait très stressé. Tout le monde court. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable et ça fait rire en fait, même quand on voit les gens courir, etc. C'est quelque chose qui peut même stresser. Et c'est pour ça que je pense que Paris, c'est pas la meilleure ville pour un étudiant. Et d'ailleurs, les villes qui sont sorties de cette discussion, c'était Montpellier, Angers, Vannes, Bordeaux, Lyon. En tout cas, tout le monde était d'accord pour dire que si on veut bien s'adapter et aller dans une ville humaine, en fait, Paris n'est pas forcément
la meilleure des villes. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et si vous deviez partir, dans quelle ville vous partiriez ou dans quelle ville vous êtes parti, tout simplement? Donc, Paris, non. C'est pas forcément une ville que je recommande, même si c'est là que je suis actuellement. Et donc, les retours qui étaient venus, c'était, bon, ben, Paris, c'est spécial, plutôt pour y travailler, mais pour les études, pas trop. Et il y a une personne qui avait dit, je ne recommande pas Paris pour débuter les études. Je pense qu'il y a un peu trop de choses pour se distraire. Bon, après, ça dépend de notre niveau de concentration. Et encore une fois, je reviens sur ça. Ça dépend pourquoi on est parti. Et il faut qu'on sache pourquoi on est parti. Donc, en termes culturels et en termes d'attraction, je pense qu'il y a quand même des choses à faire sur Paris. Et ça, c'est très intéressant. Donc, Réjeanne, je nous dis que parce que l'orientation doit tenir compte de plusieurs critères, le choix de l'étudiant, le contexte socio-économique et le choix de revenir ou pas au pays. Et surtout pourquoi, c'est très vrai ce que tu dis. Et je vais relire ton commentaire parce qu'il est très intéressant. Parce que l'orientation doit tenir compte de plusieurs critères, le choix de l'étudiant. Bon, ben effectivement, qu'est-ce que l'étudiant veut faire comme formation, pourquoi il veut partir, le contexte socio-économique, bon, ben déjà, financièrement, comment ça se passe, est-ce que je vais pouvoir me prendre un logement dans telle ou telle ville, et même s'il y a des aides hein, avec le Crous, etc., il y a des logements étudiants, mais la vie peut être plus ou moins chère, même si ce sera, je pense, toujours moins cher qu'en Guyane, mais ça, c'est un autre débat. Et puis le choix de revenir ou pas au pays, c'est vrai, c'est un grand débat, ça aussi, puisque je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de jeunes qui veulent pas revenir ou qui sont pas dans cette démarche-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui se crée et que on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont rentrer au pays. Donc voilà. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, donc j'ai trouvé un article qui parlait des meilleures villes, en tout cas qui avait recensé les meilleures villes pour partir en métropole. Mais juste avant ça, pour finir pour les témoignages, je vous relate le témoignage d'une fille qui s'appelle Angélique et qui a témoigné sur Twitter et qui a dit qu'en tout cas elle ne s'est pas du tout intégrée à Paris. Elle a trouvé que le rythme était trop différent et que le climat n'était pas agréable. Donc voilà, on peut le voir. Hein, en tout cas, on était tous d'accord pour dire que Paris, c'est peut-être pas la meilleure ville pour partir. Donc voilà, c'est un article du Parisien étudiant hein, qui a recensé en fait les meilleures villes où étudier en France en 2016 en tout cas. Donc ça fait 3 ans, mais ça donne une idée en tout cas et on n'avait pas tort. Hein. Le ressenti personnel qu'on a eu par rapport aux villes de France, ça s'est révélé un peu dans les statistiques. Donc les 3 villes qui étaient en tête, c'était Grenoble, Rennes et Toulouse. D'accord? Et en 2016, Grenoble pour la catégorie métropole, Poitiers pour la catégorie des grandes villes et La Rochelle pour la catégorie des villes moyennes étaient les 3 villes les plus agréables pour étudier. Personnellement, je ne connais pas particulièrement ces villes-là. Je dois avoir un ami qui est à Poitiers. La Rochelle et Grenoble, je ne connais pas et je ne pense pas. Sur quels critères ils se sont basés pour savoir ça? C'était d'abord le nombre d'étudiants attirés et accueillis dans ces villes, les formations diversifiées et de qualité, des propositions de logements qui étaient nombreuses et on avait des logements pas chers, donc ça c'est important aussi. Un bon réseau de transport efficace et abordable, ça c'est important. Les tarifs étudiants pour les transports, etc. Un programme culturel riche et varié, comme je le disais tout à l'heure, à Paris, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est pas la seule ville dans laquelle on peut s'épanouir culturellement. Et puis un marché de l'emploi important et dynamique, puisque justement pour ceux qui veulent pas forcément revenir, quelles sont les opportunités d'emploi par la suite. Donc il faut aussi voir dans quelle ville on se positionne par rapport aux opportunités professionnelles qui en découlent, même si on peut bouger effectivement. Donc le top 10 des villes en 2016. Alors on a au premier rang, on a Grenoble, numéro 2, Rennes, troisième ville, Toulouse, quatrième, Lyon, cinquième ville, Nantes. Paris n'est même pas dans le top 5. Alors, sixième, Montpellier, septième, Bordeaux, huitième, Paris, neuvième, Strasbourg, dixième, Poitiers. Donc, Paris est au huitième rang dans le top 10 en 2016 parmi les villes dans lesquelles il faut aller pour étudier. Donc, c'est révélateur de ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, personnellement, on a eu le ressenti que Paris, c'était pas forcément la meilleure ville, mais dans le top 10, on voit que c'est le cas. Donc, j'imagine que beaucoup d'étudiants pensent la même chose. En termes d'attractivité, on a eu Paris, La Rochelle et Lyon, les villes qui attiraient le plus. En termes de formation, on avait Rennes, Nantes et Poitiers. Donc ça, c'est bien, vous pouvez prendre note et peut-être faire des recherches à partir de là pour voir un petit peu, pour ceux qui veulent partir. Pour la vie étudiante, en termes de sortie et de culture, on a Rennes, Strasbourg et Poitiers qui sont bien.
Et en termes de cadre de vie, transport, logement et environnement, on a Montpellier, Grenoble, Saint-Denis de la Réunion. Et en termes d'emploi, on a Nantes, Bordeaux et Toulouse. Donc on voit que Paris, là, pour le coup, mis à part pour l'attractivité, on ne retrouve pas Paris dans les autres catégories. Alors, on va aborder un sujet maintenant qui est tout à fait lié, et c'était une question aussi qui a été ressortie, c'est comment se motiver sachant qu'on a des doutes sur nos capacités. Donc ça, c'était la personne qui m'avait posé des questions parce qu'elle en fait, elle souhaite partir l'année prochaine après le bac et elle m'avait dit en fait que ben elle avait des doutes sur ses capacités. Du coup, bon ben elle avait un peu de mal à se motiver. Donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le meilleur remède, les amis, pour lutter contre les doutes, notamment par rapport à vos capacités, c'est de passer à l'action et d'être bien préparé. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui s'opposent selon moi souvent, c'est l'action et l'imagination. Lorsqu'on imagine trop, on imagine souvent en plus le mauvais scénario. On imagine souvent qu'on va pas réussir, on imagine les choses négatives. Le seul moyen de venir rompre cette imagination qui nous ronge le cerveau, c'est de passer à l'action et de remplacer l'imagination par l'expérience. Lorsque vous avez l'expérience que vous avez fait quelque chose, vous pouvez dire que ça s'est passé comme ci ou comme ça et vous faites le choix d'apprendre de cette expérience. Mais lorsqu'on imagine quelque chose, on ne peut pas dire comment ça se serait passé, on peut seulement dire si, peut-être que, mais on n'est jamais sûr de comment ça se serait passé finalement. Donc c'est pour ça que je pense sincèrement que lorsqu'on a des doutes, lorsqu'on a peur, il faut se préparer en conséquence, réviser, s'entraîner, se préparer et ensuite passer à l'action et faire le bilan ensuite. Et pas laisser l'imagination nous jouer des tours. Et vous savez quoi? J'ai passé un concours et ça c'est très important. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais avant je vais vous parler d'une amie en fait qui m'avait dit, et cette histoire m'a marqué parce que c'est triste en fait. Une amie qui m'avait dit en fait que elle voulait aller dans une école, elle voulait passer un concours, mais elle ne s'en sentait pas capable. Et un jour, en fait, sa mère lui a reparlé de ce concours en question et elle a dit à sa mère, ben, en fait, je suis plus intéressée par cette école, je suis plus intéressée par ce concours, mais elle m'a avoué personnellement que le problème n'est pas qu'elle n'était plus intéressée, mais elle s'en sentait tellement incapable qu'elle a préféré mentir à sa mère pour lui dire qu'en fait, elle ne voulait plus faire, mais en fait, le problème, c'est juste qu'elle ne s'en sentait pas capable. C'est terrible parce que je me dis qu'elle est passée peut-être à côté d'une opportunité, tout simplement parce que dans son cerveau, elle avait une information qui lui disait tu n'en es pas capable. Et du coup, elle a décidé de ne même pas essayer. Alors, les amis, si vous voulez un très, 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 très bon conseil ce soir, ne refusez jamais d'essayer quelque chose sous prétexte que vous ne seriez pas à la hauteur. Et vous savez quoi, je vais vous donner un exemple typique, quelque chose que j'ai vu, que j'ai pas encore raconté ouvertement, mais que je vous raconte ce soir. J'ai passé un concours pour entrer dans une école. Je voulais rentrer dans une école de commerce en France. Et du coup, je devais passer un concours. Je ne m'en sentais pas capable. Il y avait de la logique, du français. Bref, je pensais vraiment que j'allais pas y arriver. Je stressais, je tremblais, j'avais peur. Lorsqu'on a commencé le concours, les amis, j'étais en train d'écrire, je composais. J'ai vu une personne qui s'est levée sur ma droite. J'oublierai jamais ça. C'était une fille. Elle s'est levée avant la fin du temps imparti. Je me suis dit, ah mince, en fait, elle a déjà terminé. Elle est trop forte. Moi, je galère sur ma feuille. Je vais pas y arriver. Laisse tomber. T'es nul. Et après, je me suis dit, ben, Alan, écoute, c'est pas grave si jamais tu rates le concours. Au moins, tu donnes le meilleur de toi-même et tu verras ensuite ce que ça va donner. C'est pas grave. La fille, elle est partie avant. Peut-être qu'elle gère plus. Peut-être qu'elle est plus forte. C'est pas grave, c'est sa vie. Toi, tu fais ce que tu as à faire sur ta copie et tu donnes le tout pour le tout. Du coup, j'ai donné le tout pour le tout. J'ai travaillé, j'ai fait de mon maximum. Et le pire, c'est que ça, c'était la partie écrite. Il y avait la partie orale. Il y avait peut-être 10 tables avec plusieurs étudiants qui devaient passer avec des jurys différents. On m'a mis sur une table, j'ai attendu, j'étais pas prêt pour ce qu'on appelle la culture G, j'avais pas bien révisé, je connaissais pas grand chose, j'étais pas à l'aise, je me suis dit de toute façon, l'oral pour le concours, je vais le rater, c'est sûr, c'est évident, j'ai pas de culture G. Donc du coup, j'arrive, il y a un étudiant de l'école qui vient nous chercher, un par un, donc c'est mon tour. J'y vais, mon cœur bat comme jamais. Et en fait, là, j'arrive et il y a le jury, donc c'était un monsieur et une dame, j'oublierai jamais ça. Et du coup, je commence à me présenter. Je me dis, bon, Alan, tu donnes le tout pour le tout, c'est pas grave si ça foire. Et là, je dis à ce monsieur et à cette dame, voilà, je m'appelle Alan Nobal, etc. Je viens de Guyane, etc. Et là, le monsieur, il me dit,
Ah bon, vous venez de Guyane? Ah ben vous savez, j'étais en Guyane, etc. Et là, en fait, je réalise que sur 10 tables avec des étudiants, j'ai été sur la table où il y avait le jury, parce que chaque table avait un jury différent. J'ai été sur la table où il y avait le jury, où il y avait le monsieur qui a été en Guyane. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Quand quelque chose est là pour vous, rien ne vous l'enlève. Donc, battez-vous et allez jusqu'au bout. Du coup, on n'a parlé que de la Guyane. On n'a même pas parlé de culture G, rien. On a parlé des 500 frères. On a parlé des tensions qu'il y avait en Guyane. Et ça s'est arrêté là. C'était ça, mon entretien de culture G. C'était incroyable, mais vrai. Je sais pas pourquoi je suis tombé sur ce monsieur-là, mais je sais que je devais tomber sur lui et ça s'est fait comme ça. Du coup, après, je suis sorti très heureux. Je suis rentré de là. Je suis rentré dans cette école anxieux. J'avais peur, je suis ressorti très heureux avec un sourire et je me suis rendu compte que ça servait à rien d'avoir peur et qu'il fallait faire le nécessaire. Et là où je veux en venir, les amis, c'est qu'en plus d'avoir donné le meilleur de moi-même, j'ai ensuite été contacté par l'école pour me dire que j'avais réussi le concours. C'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai fini major de ce concours. Je ne vous dis pas ça pour vous raconter une histoire à dormir debout, les amis. Ce que je vous raconte est vrai. J'ai fini major de ce concours. On m'a appelé pour me le dire. Je n'y croyais pas parce que lorsque je suis rentré dans cette école, je ne pensais même pas avoir le concours et j'ai fini major du concours. Donc c'est pour vous dire que lorsque vous pensez que vous n'allez pas y arriver, ce que vous pensez, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. Donc battez-vous. Et d'ailleurs, après, il y a eu plein de rebondissements, mais ça, vous aurez ces informations-là à un autre moment. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que lorsque vous n'êtes pas motivé, que vous doutez, préparez-vous en conséquence et foncez parce que c'est possible, les amis, d'accord? Définissez votre pourquoi. Pourquoi vous faites les choses? Pourquoi vous allez étudier? Pourquoi vous faites 8000 km, 9 heures de vol pour aller dans une école? Pourquoi vous faites tout ça de chemin? C'est pas pour rien, il y a une raison à ça. Et il faut savoir exactement pourquoi vous partez, parce que lorsque ce sera difficile, c'est votre pourquoi qui va vous aider à garder le cap. D'accord? Voyez ça un peu comme un challenge à relever, en fait, comme une nouvelle expérience, comme un nouveau départ. Peu importe ce qu'on vous a fait croire avant. Peu importe si à l'école, on vous a jugé. Peu importe si on vous a dit que vous étiez nul. Vous n'êtes pas nul. On fait des choses nulles. Et je le disais sur Twitter tout à l'heure, on fait des choses nulles, mais on n'est pas nul. On fait des choses bêtes, mais on n'est pas bête. Personne n'est bête. D'accord? Donc, voyez ça comme un nouveau départ et un moyen de vous prouver à moi-même, à vous-même, pardon, que vous en êtes capable, les amis. D'accord? C'est très important. Ne refusez jamais une opportunité sous prétexte que vous ne pourriez pas être à la hauteur. Tant que vous n'avez pas fait le nécessaire, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes à la hauteur ou pas. D'accord? C'est très important. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose. Pendant qu'on parle justement du fait d'avoir été un peu méprisé, du fait d'avoir toujours été qualifié de nul, etc. Je vais vous parler rapidement du système éducatif, en fait, et de l'impact qu'il a sur la confiance en soi. D'ailleurs, c'est un sujet que je pense que je ferai peut-être pour un live. Mais en tout cas, c'est très important. On va parler rapidement des représentations mentales dans l'éducation. J'avais fait un live sur les représentations mentales. C'était mon 6e live et je vous invite à l'écouter parce qu'il y a énormément d'informations. Vous allez apprendre des choses incroyables. Mais parlons un peu de l'impact du système éducatif. Le fait qu'on soit toujours noté, le fait qu'on soit toujours pointé du doigt si on n'a pas de bonnes notes, le fait qu'on soit jugé à travers des appréciations, peut mieux faire, moyen, ne travaille pas, ne fait pas d'efforts, etc. Toutes ces choses-là font que on a du mal à avoir confiance en nous par la suite. Et le système éducatif, je pense vraiment que je ferai un live dessus parce que c'est important pour expliquer comment le système éducatif qui est censé nous former, qui est censé former des enfants à devenir intelligent, enfin même pas à devenir intelligent parce que nous sommes intelligents par essence. C'est pas le système éducatif qui va nous faire devenir intelligents, d'accord? Donc comment ce système-là en fait construit des personnes qui finalement n'ont même plus confiance en elles? Comment voulez-vous que des personnes qui n'ont plus confiance en elles soient épanouies, soit elles-mêmes utilisent leur personnalité dans le monde du travail après les études? C'est pas possible. Donc un petit exercice rapidement. Comment est-ce que vous dessineriez une salle de classe? Pensez juste à ça, les amis. Comment vous dessineriez une salle de classe? C'est pour vous dire que vous avez une représentation d'une salle de classe, une représentation de l'éducation. Le professeur est associé à quoi? Le professeur est associé au savoir, à l'autorité. C'est lui qui parle. Toi, tu écoutes, tu ne dis rien. Donc, tu ne sais rien. Ça veut dire que quelque part, même si tu sais, c'est lui qui sait plus que toi.
Et ta parole n'a pas plus de valeur que celle du professeur. Donc, ça te met toujours dans une position d'infériorité par rapport au professeur. Et ça paraît anodin, mais ça a des conséquences sur le moyen et le long terme sur tous les individus. Donc, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que toutes ces représentations qu'on a par rapport à l'école et à l'éducation, elles viennent justement empêcher quelque part l'automatisation de celui qui apprend. Et j'entends par automatisation l'autonomie. Et merci d'ailleurs à Elise qui a dit que c'était excellent. Merci pour ton petit retour. En fait, l'autonomie, c'est quoi? C'est avoir un minimum confiance en soi. Mais lorsqu'on n'a pas confiance en soi, comment on fait pour être autonome? Et lorsqu'on nous dit tout le temps que c'est le professeur qui sait tout, que les livres savent tout, que c'est dans la classe qu'on apprend tout, comment on fait pour apprendre et être autonome lorsqu'on sort de là? C'est un paradoxe. Donc, on a toujours besoin d'une structure, on a toujours besoin d'un accompagnement, et il y a énormément de gens qui peuvent rien faire sans un accompagnement concret, sans être dans une salle, sans être avec un prof qui donne le cours. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement? Donc, l'idée, c'est ça. C'est que si on grandit dans l'idée que sans prof, on n'est rien, que si on ne va pas à l'école, alors on n'apprend rien, d'accord? Et j'avais rencontré un jeune, justement, qui avait été refusé d'une école. Il voulait faire de l'art. Il était dans un restaurant et il expliquait à un ami, en fait, que il n'avait pas été accepté dans son école. Donc, en fait, il était nul, quoi. Pour lui, c'était ça. Parce que l'école l'avait refusé, c'est qu'en fait, il n'avait pas de potentiel, etc. Et je lui ai laissé un petit message. Je lui ai dit, tu sais quoi? C'est pas parce que l'école t'a refusé que tu n'as pas de potentiel. Parce que tu as ton potentiel et c'est pas parce que l'école ne peut pas le voir que tu n'en as pas. C'est pas parce que le prof ne voit pas ton potentiel que tu n'en as pas. C'est très important. C'est pas parce qu'en fait, ils ont une façon de voir les choses qui est déjà définie. Si tu ne rentres pas exactement dans ce cadre-là, dans cette case-là, tu vas être considéré comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel. Or, c'est faux. Connaissez votre potentiel d'abord vous-même, avant même qu'on vous dise quel est votre potentiel, parce qu'on vous donnera un potentiel qui n'est pas le vôtre, les amis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Donc, si en fait tu grandis en te disant que c'est le prof qui décide de ce que tu apprends et personne d'autre, que c'est le manuel qui connaît mieux la façon dont on doit apprendre, et les manuels sont pas parfois orientés, mais bon, ça c'est un autre débat, eh bien finalement tu restes bloqué. Et on se rend compte de quoi? C'est que les représentations qu'on a de l'école, eh bien en fait, nous formatent et nous contraignent dans des mécanismes de paralysie. Alors qu'en fait, on a des ressources, on peut faire par nous-mêmes. Mais en fait, on est persuadé qu'on ne peut rien faire seul. Résultat, on ne fait rien, on est bloqué. Dès qu'on doit faire par nous-mêmes, on n'y arrive pas. Donc, on a toujours besoin d'une figure qui est là pour nous guider, malheureusement. Ça, c'est un vrai problème. Donc, l'objectif, c'est d'identifier les représentations mentales que l'on a par rapport à l'éducation et ensuite de pouvoir les dépasser en les confrontant. D'accord? Est-ce que je peux apprendre par moi-même? Est-ce que c'est parce que j'ai eu une mauvaise note que je suis nul? Est-ce que c'est parce que j'ai levé le doigt et que les autres ont rigolé que je ne dois plus jamais lever mon doigt? Est-ce que je suis réellement ridicule? Ou bien est-ce que c'est leur jugement qui est mal placé? Et c'est quand on commence à confronter ces choses-là que ça commence à devenir intéressant. Et pour aller un peu plus loin, les amis, dans la réflexion, je voulais partager ça vraiment avec vous parce que c'est important et il faut comprendre ça pour voir en fait où on se situe. Vous allez me dire où vous vous situez. Je vais vous parler de deux choses, de deux hémisphères, le cerveau gauche et le cerveau droit. D'accord? Chaque cerveau a des fonctions bien précises. D'accord? Chaque individu a l'un de ces hémisphères qui est plus développé que l'autre. Et il faut savoir que celui qui est le plus développé chez 80% des personnes qui vivent dans des sociétés occidentales, c'est le cerveau de gauche. D'accord? Donc, on est quasiment tous à avoir le cerveau de gauche qui est le plus développé. C'est le cerveau de la raison. C'est un cerveau logique, d'accord? Cartésien, donc cartésien, c'est-à-dire logique, méthodique, séquentiel, qui va traiter une seule donnée à la fois. Donc, ça veut dire que je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. C'est ce cerveau-là qui est développé, le cerveau gauche. Eh bien, je vais devoir faire une chose après l'autre. Je ne pourrai pas me disperser. Les inconvénients qu'on peut retrouver avec ce cerveau-là, qui en plus est le cerveau le plus développé chez tout le monde, quasiment 80%, c'est que le système scolaire en fait est très orienté vers ce modèle. Le problème, c'est que si je suis toujours dans une dynamique où je peux faire une seule chose à la fois, où je peux me concentrer que sur une seule chose et pas faire grand-chose, eh bien, lorsqu'on va me demander d'être créatif, lorsqu'on va me demander de faire les choses par moi-même, j'aurai des difficultés à les faire. C'est ça le problème. Deuxième inconvénient, c'est que tout notre conditionnement social nous pousse à fonctionner ainsi, en fait. C'est ça le problème. C'est que
Lui, je le juge comme ça. Il a fait ça, c'est comme ça. Je remets pas les choses en question. Il a fait ça une fois, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous connaissez la génération des c'est comme ça. J'appelle ça, c'est une ancienne génération. Pour moi, c'est un peu la génération de ma mère, il faut le dire. La génération, en fait, des personnes qui sont venues avant nous, qui sont cette génération du c'est comme ça. Voilà, le cerveau sait qu'il y a une information, on remet rien en cause, on pense comme ça, point barre. Les avantages, par contre, de ce cerveau, c'est que le fait d'être monotâche, en fait, permet de rester concentré sur l'instant présent et de ne pas se disperser. Donc, si on n'est pas suffisamment concentré, regardez, un enfant qui va avoir du mal à se concentrer, par exemple, à l'école, on va lui dire, oui, mais il est dissipé, il n'arrive pas à se concentrer. Mais c'est peut-être un enfant qui a un cerveau droit plus développé. Si son cerveau gauche n'est pas suffisamment développé, il aura du mal à se concentrer. Et on va voir tout de suite après comment développer ce cerveau gauche en question. Bon, le cerveau gauche, en même temps, il permet de nous organiser, de planifier les choses et donc d'atteindre efficacement des objectifs précis. Les amis, pourquoi là je dis que c'est important, là je le répète, il permet de s'organiser, de planifier les choses et donc d'atteindre efficacement des objectifs précis. Quand vous avez des objectifs dans la vie courante, personnellement, je note mes objectifs. Matin, après-midi, soir. Je suis très précis. J'essaie d'être de plus en plus précis dans ce que je fais pour être sûr d'accomplir mon objectif. Lorsque je dis je veux perdre du poids, eh ben en fait, c'est trop vague. Et du coup, on ne sait pas trop quoi faire. On peut vite être démotivé. Quand je dis je veux faire 4 tours de terrain et je vais manger de la salade, du riz complet et du blanc de poulet parce que j'ai pour objectif de perdre 4 à 5 kilos. On commence à être très précis et le cerveau gauche aime ces informations-là. Donc, il faut qu'on arrive à développer le cerveau gauche pour avoir la précision, pour qu'on soit précis dans ce qu'on veut et aussi qu'on développe le cerveau droit pour la créativité. Le moyen de développer votre cerveau gauche, les amis, si vous sentez que vous n'avez pas trop de concentration, que vous avez du mal à planifier les choses précisément, ça passe par la lecture, l'écriture, les mots croisés, les sudoku. Personnellement, je fais beaucoup de sudoku et ça stimule beaucoup mon cerveau gauche. La couture, le bricolage, ce sont des choses qui stimulent beaucoup le cerveau gauche. Maintenant, il y a le cerveau droit qui est principalement dominant chez 20% de la population. C'est le cerveau de l'intuition, en fait, de la créativité, de l'imagination, des émotions et de la pensée, en fait. Donc, en fait, ce cerveau-là va vraiment nous permettre de penser par nous-mêmes. C'est les gens qui vont penser avec le cerveau droit, vont avoir tendance à ne pas être à l'aise dans la société. On va un peu les penser qu'ils sont bizarres. Or, non, c'est juste qu'ils ont un cerveau, le cerveau droit qui est plus développé et qui fait qu'ils ont une approche différente des choses, en fait. Mais je pense qu'il faut savoir développer son cerveau gauche pour avoir la précision, pouvoir avoir des objectifs concrets. Mais il faut aussi savoir développer son cerveau droit pour être critique, pour savoir penser par soi-même, pour savoir remettre les choses en question et être créatif. Écouter son instinct, écouter son intuition. C'est très important. J'ai un exemple à vous proposer pour que vous puissiez comprendre. Donc, il y a deux manières de recueillir les représentations de quelqu'un, par exemple. Ah, si je veux stimuler votre cerveau gauche, je vais dire ça. Complète la phrase suivante. Un paysage, c'est. Ça veut dire que là, vous allez me donner une réponse concrète. Un paysage, c'est... Bref, la réponse, j'ai du mal à la formuler, alors que en vrai, je pourrais, mais je sens que je veux donner une réponse qui est précise. Là, on ne me demande pas de réfléchir. Mon cerveau doit aller droit au but. C'est là que c'est votre cerveau gauche qui va le plus réfléchir. Et si je dis, raconte-moi tes rencontres avec les paysages au cours de ta vie. Là, ça va demander un souvenir. Alors, j'avais vu ça. Donc là, tout de suite, on sent que l'imagination, la mémoire, tout ça revient en fait en avant. Et c'est là qu'on voit que c'est pas le même cerveau qui pense comme ça. Donc, on a un cerveau, mais on a deux hémisphères, d'accord? Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de développer ces deux cerveaux-là. Ensuite, pour se motiver, puisqu'on était sur ça, hein, se motiver pour les études, pour accomplir ces études, c'est en fait réussir à utiliser la dopamine qui est en nous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la dopamine, c'est une molécule en fait qui est liée au sentiment de récompense. Ça veut dire que si, lorsque je réalise une petite tâche, et vous allez voir que c'est lié les amis, si j'arrive à être précis dans ce que je dois faire, si je me dis aujourd'hui je fais un exercice,
Lorsque vous réussissez l'exercice, vous avez un sentiment de satisfaction. Si vous dites aujourd'hui j'en fais 15, vous n'allez pas réussir à faire 15 exercices, vous allez être un peu déçu. L'objectif, c'est de faire petit à petit, de réussir à stimuler en fait ce sentiment de dopamine qui est par exemple stimulé sur les réseaux sociaux quand on a des likes, etc. J'avais parlé de ça aussi lors d'un live sur les réseaux sociaux que je vous invite à aller écouter en podcast aussi sur Radio Mayuri Campus ou sur ma chaîne YouTube Alan Nobal. Mais en fait, c'est ça, c'est de réussir à utiliser la dopamine que par exemple on va utiliser pour les réseaux sociaux pour être stimulé lorsqu'on réussit un exercice. Lorsqu'on est à l'école, personnellement, je suis plus, si, je suis en études, je reprends mes études là, mais bon, voilà, c'est complexe. Euh, Lorsqu'on réussit un exercice, par exemple, à l'école, on est content de réussir. Là, je vous prends un exemple simple. Je fais beaucoup de sudoku en ce moment. Avant de commencer le live, j'ai dû en faire 4, 5, voire 6. J'arrivais pas à m'arrêter parce qu'en fait, le sentiment de satisfaction que j'ai lorsque j'en fais, ça libère de la dopamine. Et du coup, j'ai de plus en plus envie de faire des sudoku. Et c'est bien parce que je stimule mon cerveau gauche. Et du coup, je sais être de plus en plus précis. Et au lieu d'être stimulé par des réseaux sociaux, par je sais pas quoi, j'essaie d'être stimulé par les sudoku. Ça me rapporte plus que d'être devant mon portable à regarder s'il y a des likes ou pas, par exemple. Donc là, l'objectif, c'est de trouver des méthodes, faire petit à petit pour les révisions, par exemple, pour ensuite stimuler la dopamine parce que plus vous allez réussir des exercices, plus vous allez avoir envie d'en faire, plus vous allez être motivé pour travailler. C'est aussi simple que ça, mais ensuite, il faut s'entraîner. Et ça m'a fait penser à une citation que je voulais partager avec vous, qui est la suivante. On attend d'avoir envie pour commencer, alors qu'il faut commencer parfois pour avoir envie, les amis. Et c'est ça, en fait, c'est que, je répète, on attend d'avoir envie pour commencer, alors qu'il faut commencer pour avoir envie. Parce que lorsqu'on commence, c'est là qu'on a le pouvoir et qu'on peut stimuler justement cette dopamine qui va nous donner envie de recommencer. Parfois, il faut commencer pour avoir envie de recommencer. C'est ça le secret. Comment s'organiser, les amis? Se poser des deadlines. On va faire simple. Je pense que pour s'organiser, lorsqu'on est étudiant et en plus qu'on part à l'étranger, c'est déjà se poser des deadlines. D'accord? Je vous donne un exemple simple. J'avais un rapport de stage à faire. J'ai attendu la dernière minute. C'était tellement horrible. J'ai dû courir. Ah non, vraiment, j'ai raté le prof à la dernière minute. Il y avait un souci d'imprimante, un souci d'impression. J'ai galéré. Bref, la dernière minute, je me suis dit plus jamais. Donc, c'est se poser des deadlines. Ça veut dire que lorsque le professeur nous dit, vous avez on est en janvier, vous nous rendez ça en juin. Le truc, c'est de se dire, je dois avoir accompli telle et telle tâche en février. Je dois avoir accompli telle ou telle tâche par rapport à ce devoir-là à la fin du mois de janvier, dans 2 semaines. Il faut être précis et c'est ça en fait. Pour être précis, il faut développer son cerveau gauche. Résultat, faire les activités qui permettent de le développer. C'est aussi simple que ça. Ensuite, s'organiser dans le temps, comme je le disais. Noter ses objectifs, réviser petit à petit. Et je vous ai donné la méthode de vraiment faire petit à petit, réviser un exercice, réviser une leçon. Et ça, j'en parlais aussi dans une vidéo. Le cerveau a besoin de précision. C'est très important. Il a besoin de créativité, d'ouverture, mais il a aussi besoin de précision pour être efficace. C'est très important. Savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, c'est aussi très important. Et puis les priorités, c'est là où ça va être important et on doit vraiment bosser dessus. C'est savoir ce qui est prioritaire. J'ai ça à faire, mais ça devrait être fait avant. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit être fait dans la matinée en priorité? Et c'est là où ça va être intéressant. Est-ce que je vais regarder ma série ou bien est-ce que je vais réviser? Et c'est, les amis, c'est lorsque vous arrivez à vous dire, eh bien non, je ne vais pas regarder la série, je vais faire mon exercice. C'est là où vous commencez à prendre le contrôle et à devenir vraiment efficace et à être dans la bonne dynamique. C'est très important, mais c'est la confrontation entre les deux choses. Je dois faire ça, mais en fait, ça, c'est une priorité. Eh bien, je vais réaliser la priorité avant. C'est là où ça fait toute la différence. Et il y a quelque chose de très important aussi, c'est de gérer son sommeil. Il y a des personnes qui vont être de nuit, qui vont être de jour. Personnellement, je suis du matin, je me lève relativement tôt. Et donc, il faut gérer votre sommeil aussi parce que c'est important pour la mémoire. C'est lorsque vous dormez, surtout lorsque vous avez trop de pensées dans la tête, c'est lorsque vous allez dormir que le cerveau va créer les souvenirs. Et je me suis rendu compte que j'oubliais assez souvent des choses, par exemple.
Et en fait, c'est parce que je pense à tellement de choses, je veux faire tellement de choses en même temps que mon cerveau n'a pas le temps de créer le souvenir d'une chose que j'ai peut-être faite ou que j'ai peut-être vécue. Donc, il va attendre que je dorme pour créer ce souvenir-là. Ça peut être pour une leçon, par exemple. Lorsqu'on a une leçon à apprendre, ben en fait, pour que le cerveau puisse travailler et créer justement ce souvenir, mettre en mémoire la leçon, si je ne dors pas suffisamment, eh ben en fait, finalement, je révise pour pas grand-chose. Et quelque part, c'est pour ça aussi que lorsqu'on révise à la dernière minute, on se rend compte de quoi? C'est que on a l'info rapidement pour le contrôle, pour le devoir. Et puis lorsque c'est terminé, voilà, c'est fini, on a tout oublié. Poubelle. La leçon, c'était quoi? Ah, j'ai oublié. Moi, c'est juste pour le contrôle. J'apprends la veille, le matin même, et puis j'oublie. Donc, on laisse, c'est pas quelque chose qu'on veut apprendre et qu'on veut laisser dans la tête à long terme. Comment gérer les amis, le fait d'être loin de la famille, la solitude? C'est quelque chose qui est très important et j'invite vraiment ceux qui veulent partir ou ceux qui sont même partis à faire attention à ça parce que ça peut déboucher aussi sur des choses, voilà, on peut se retirer la vie, on peut avoir des pensées suicidaires, il faut dire les choses pour ce qu'elles sont. C'est parce que c'est vrai, c'est pas facile d'être seul et moi-même vivant seul en France, j'ai dû gérer cette distance avec la famille, c'était très difficile. Je pense que c'est très important de rester en contact, que ce soit par les réseaux sociaux ou même de pouvoir aller voir sa famille petit à petit. C'est très important. Il faut absolument le faire parce que c'est très difficile, surtout la première année. Et lorsque j'ai fait le live sur Instagram, on était d'accord pour dire ça, que c'était très difficile, mentalement surtout. Et en fait, je pense qu'il faut avoir des activités qui nous occupent. C'est très important. En dehors de l'école, de l'université, de l'école de commerce, enfin, peu importe ce que vous faites, il faut vraiment avoir des activités qui nous occupent et s'entourer. S'entourer toujours des bonnes personnes, c'est très important, mais s'entourer quand même, parce que le fait d'être seul à la maison, d'être isolé aussi à l'université, et personnellement, c'est quelque chose que j'ai vécu. À l'université, en fait, j'ai trouvé que c'était très chacun pour soi. Quand je suis arrivé dans ma promo en deuxième année de licence, en fait, il y avait déjà des équipes, des groupes qui avaient été formés, d'amis, en fait, puisqu'ils étaient probablement là depuis la première année. Je suis arrivé en deuxième année, j'avais que quelques amis, mais hormis ça, j'étais beaucoup seul. Et la solitude, faut savoir la gérer. Et dans ces moments-là, j'écoutais ma musique de motivation. J'étais vraiment dans une dynamique à me dire que j'étais pas parti pour rien et que de toutes les façons, j'étais pas parti pour me faire non plus beaucoup d'amis et que j'étais là pour un but précis et qu'il fallait que je fonce. Donc, c'était pas trop grave, mais quand même, j'avais une petite bande d'amis, de quelques personnes et voilà, ce sont des gens, pas tous, mais certains en tout cas, on est toujours en contact aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment s'entourer et faire attention à la solitude et comment en faire une force justement de cette solitude. Et les amis, vous, comment vous vivez cette solitude, notamment pour ceux qui sont partis et est-ce que vous appréhendez ça pour ceux qui veulent partir? C'est quelque chose, c'est une question à laquelle on doit réfléchir parce que tôt ou tard, on y est confronté. Donc, comment faire face à la solitude, notamment quand on est parti, hein, surtout à l'étranger? Moi, je pense que la solitude, en fait, elle peut être utilisée positivement pour ajouter des opportunités de méditation individuelle, par exemple, de concentration, d'introspection. C'est le moment de faire le point sur soi-même et finalement d'aller chercher les questions qu'on a en nous et d'aller chercher les réponses aussi qu'on a en nous, de parler avec soi-même. C'est très important et on le fait pas forcément parce qu'on veut pas voir ce qu'il y a dedans, alors qu'on devrait. C'est très important. Donc voilà, c'est aussi des moments où on peut se rapprocher de Dieu, par exemple, pour ceux qui sont croyants. C'est vraiment des moments de remise en question qu'il faut savoir utiliser. C'est important. Être seul, ça peut être un moment de qualité, un moment de réflexion, un moment de méditation, un moment de connaissance de soi, puisque là, on est face à soi-même et c'est là où on doit faire face à une réalité qu'on n'a pas forcément envie d'assumer. Donc, quelque part, c'est ça, c'est savoir utiliser cette solitude pour en faire une force. Passer du temps avec la solitude, c'est se connaître, c'est voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que ça peut être bénéfique. En ce qui concerne, je parlais de l'université dans laquelle je m'étais trouvé relativement isolé, en fait, relativement seul. Pas trop isolé, mais j'ai senti une forme de solitude. Et ben en fait, comment lutter contre ça également? Je pense que déjà, faut essayer de sortir de la timidité. Parce que je me rappelle d'une fille qui m'avait dit que elle était timide et du coup, même pour des groupes de travail, elle arrivait pas trop, elle préférait travailler seule. Et je crois que ça passe aussi par là dans un premier temps, c'est à travers les groupes de travail qu'on peut justement créer des petits liens avec les personnes pour justement après potentiellement avoir des amis, mais ça permet justement de pas être trop seul. C'est important et puis il faut être ouvert aux autres. Lorsqu'on est loin,
de sa famille et qu'on arrive dans un environnement nouveau, faut savoir s'ouvrir aux autres parce que les autres ne vont pas forcément venir vers nous. Et c'est nous qui avons besoin justement de sortir de cette solitude. Donc, faut montrer qu'on est ouvert, qu'on peut sourire, qu'on peut être drôle aussi, qu'on peut parler et être gentil. Ça, c'est très important. Et puis, il faut essayer de discuter. Et puis, il faut pas hésiter, comme je le disais, à travailler en groupe. C'est très important dès que c'est possible. Et surtout, la vie associative, la vie sportive et la vie qui se passe en dehors, aller boire un coup avec les amis, des choses que j'ai pu faire, aller manger des pizzas, même si on n'est pas à l'aise avec tout le monde, mais au moins on fait partie d'un groupe, on essaie de s'acclimater. C'est important lorsqu'on découvre une nouvelle ville, une nouvelle vie, non seulement une nouvelle ville, mais une nouvelle vie. C'est important d'avoir ces bons réflexes-là. Et les amis, je voulais justement finir avec ça en disant, ben maintenant, comment finir l'année en beauté et bien démarrer la rentrée. C'est très important. Je pense que là, vraiment, il est temps de qu'on se lance. Il nous reste 4 mois, les amis. On est déjà en septembre. Nous sommes le 1er septembre aujourd'hui. Il faut qu'on se lance. Il faut qu'on se lance et qu'on fasse ce qu'on a toujours eu envie de faire, qu'on commence à être dans une certaine dynamique. C'est très important. C'est la dernière ligne droite pour cette année. Et c'est important de faire ce qu'on a toujours eu envie de faire. D'accord? On ne sait pas si on va voir 2020, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est là ensemble, on est là, on échange ensemble et que pour l'instant, on est là. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'instant présent? Pas du futur, pas du passé, mais de l'instant présent. Est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on commence à faire des choses? Ça peut être se lancer sur les réseaux sociaux, ça peut être changer de travail, décider de quitter un travail toxique parce qu'on n'en peut plus, décider de travailler à son compte, décider d'appeler des membres de notre famille qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, un ancien ami, parce qu'on attend qu'il rappelle, mais prendre l'initiative de l'appeler. Qu'est-ce que vous avez envie de faire en cette fin d'année, les amis, pour finir l'année en beauté et pas qu'on puisse dire « Ah ben oui, c'est toujours pareil, hein, bonne année, mais bon, chaque année est pareil. » Non, chaque année devrait être différente. Chaque année devrait être différente et c'est pour ça qu'on œuvre, les amis, d'accord? Donc, je travaille actuellement sur un challenge et tous ceux qui veulent le faire seront invités à le faire sur un mois, probablement. En tout cas, je vous en dirai plus une fois que ce sera complètement prêt, mais pour qu'on puisse vraiment passer à l'action, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des choses, ça peut être se lancer sur les réseaux sociaux aussi, mais qui n'ont pas forcément le courage pour X ou Y raison, et il faut qu'on travaille sur tout ça. On a parlé, est-ce que c'est une bonne idée? On a parlé du fait de partir ou pas, revenir ou pas, dans quelles conditions, dans quelle ville aller finalement. Si on n'est pas motivé, comment faire si on doute de ses capacités? On a parlé des représentations mentales dans l'éducation, de l'impact du système éducatif dans la confiance en soi, de l'hémisphère gauche du cerveau, de l'hémisphère droit du cerveau. On a évoqué tout ça et on a parlé aussi de l'automatisation de celui qui apprend et de la difficulté à être autonome quand le système fait tout pour nous garder assistés. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous montrer, pour faire pour nous accompagner malheureusement. Et finalement, la solitude, comment faire pour lutter contre cette solitude et surtout comment faire pour l'utiliser comme une force. Donc, c'est très important. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, les amis, sur Radio Mayuri Campus. Je le rappelle, 107.6 FM sur Cayenne et 89.2 sur Saint-Laurent. Merci à vous d'avoir été là ce soir et surtout, lorsque vous aurez fini d'écouter ce live, réfléchissez bien et dites-vous que la vie vaut la peine d'être vécue et surtout qu'on n'en a qu'une seule. À bientôt les amis, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live, dernier dimanche du mois sur Radio Mayuri Campus. Ciao, ciao!